Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement pour l'argent partie 3, qui sera consacrée donc à la monnaie, hein, monnaie versus argent et souveraineté individuelle. Il est hautement recommandé d'avoir regardé préalablement l'argent partie 1, où j'expose, comme beaucoup d'autres gens avant moi, hein, ce qu'est le phénomène monétaire et argent aujourd'hui tel qu'on le connaît, c'est-à-dire il ne fonctionne que par l'accumulation de bulles spéculatives successives. La dernière actuellement étant donc la butte spéculative sur les dettes souveraines des pays. Et l'argent partie 2 où je m'attaque à la question de l'héritage et de la propriété lucrative en tant que moyen et programme qui a été mis en place pour esclavagiser l'homme par l'homme. Ici, je vais m'intéresser donc à la grande question, peut-on oui ou non se passer de monnaie, d'argent physique? Et une fois n'est pas coutume, je commence par la conclusion. Non, je ne pense pas que ce soit possible compte tenu de l'état de conscience de la plupart des gens aujourd'hui. Donc, il est recommandé d'avoir regardé l'argent partie 1 pour bien comprendre le phénomène financier, le système de destruction et de création monétaire tel qu'il a été mis en place donc par des parasites, hein, des parasites de l'humanité, pour comprendre ce qu'est aujourd'hui l'argent, ainsi que la monnaie. Donc voilà la pièce de monnaie prévue pour donc la future monnaie mondiale. Donc cette image, je l'avais extraite d'un site, hein, Soleil Blanc sur WordPress.com, hein, qui était encore disponible en janvier 2018, hein, lorsque je préparais les vidéos sur l'argent, et qui est à ce jour, comme tous les sites d'ailleurs que je consulte, qui a disparu. Ça va très vite, les upgrades, c'est une course contre la montre, comme je vous le dis. Mais bon, c'est pas grave. On peut aussi aller directement sur le site futureworldcurrency.com et voir que ce n'est pas un fantasme délirant d'un conspirationniste quelconque qui nous aurait fait un gros canular. C'est bel et bien la réalité. Et je vous mets donc en description plein de liens sur d'autres chercheurs de vérité qui ont, depuis plus de 20 ans, alerté sur ce projet qui date de 1988 avec une belle couverture du magazine The Economist montrant un aigle, etc., avec la fleur de lys sur la tête et un super bouclier en forme de pièce d'or indiquant très clairement la date de 2018. Bon, je pense que vous êtes au courant quand même que ça a été sérieusement dans les tuyaux de supprimer l'argent physique et de passer à la monnaie électronique récemment avec Monsieur Monarque Macron. Et donc oui, l'effigie de cette future nouvelle monnaie mondiale est à l'image de l'entité que les élites de ce monde vénèrent. Bon, vous irez traîner un peu sur ce site, ils n'ont pas oublié évidemment de mettre la version électronique de leur joujou, mais sur cette question de la monnaie, de l'outil monétaire, je vais essayer de balayer un petit historique. Je prétends pas être exhaustive, rapide. Le fait monétaire, avant qu'il ne soit totalement phagocyté par une certaine caste de personnes, il existait avant. La première monnaie connue, c'est le kauri, c'est ce petit coquillage qu'on voit souvent dans les cheveux des Africaines, parce que ça avait toutes les caractéristiques d'une monnaie, c'est-à-dire calibrée, ils font tous à peu près le même poids, c'est solide et c'est facile à transporter. Je vous mets en description quelques liens sur des articles qui expliquent l'histoire du kauri et de sa relation en fait avec un principe féminin créateur. Aujourd'hui, cet objet est principalement connu comme accessoire de décoration en fait du corps humain, principalement des femmes, mais aussi des hommes en Afrique. Donc cette monnaie a été utilisée notamment en Chine jusqu'à la dynastie Shang, puis elle a ensuite été remplacée par des imitations en fait à partir du moment où le bronze apparaît. Le trou qui est au milieu des pièces de monnaie chinoise en fait imite le trou qu'il y a au centre des kauris.
et qui permettait de les porter en fait en collier. Ce n'est pas la seule raison, il y a également dans la théorie des 5 éléments en Chine une représentation des directions, nord, sud, est, ouest, où la Terre est représentée au centre. Et donc la forme de la pièce de monnaie chinoise recouvre également toute cette symbolique des 5 éléments. Mais là, l'être humain est représenté par la Terre qui se trouve au centre et qui contient les 4 autres. Donc on pourrait dire que, de ce fait même, le symbole de la monnaie chinoise décrit l'enfermement de l'être humain dans un démiurge corrompu où les perceptions en fait du monde sont diminuées de manière à ce qu'on ne perçoive que la 3D et une urgence à une lutte pour la survie, quoi. Donc cette géométrie en fait de la pièce de monnaie chinoise décrit l'enfermement de l'être humain dans un monde marchand à partir du moment où apparaît la monnaie de métal, c'est-à-dire une monnaie inorganique. Alors qu'avant prévalait une monnaie d'origine organique, hein, avec les cauris. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre avec ça quand on le mélange en plus avec le fameux foulard à sequins des danseuses dites orientales ou danse du ventre, ou qui en fait regroupent, vu de chez moi, puisque ce sont les danses que je pratique, toutes les danses du féminin sacré, et qu'on connaît l'histoire de cet objet d'apparat pour les danseuses. Donc, les sequins, ce sont des pièces trouées, et ça fait gling gling gling, ça fait du bruit. Alors, comment est apparu cet objet? Eh bien, il est apparu pour permettre à la danseuse d'exhiber sa richesse. Finalement, plus son foulard était chargé de pièces d'or, plus cela voulait dire qu'elle était une bonne danseuse. Cela signifiait en fait qu'elle était riche. C'était un moyen au Moyen-Orient, au XIIIe siècle en fait, de transporter la monnaie plus sûre qu'une bourse. On cousait les pièces de monnaie sur un carré en tissu qu'on portait à la taille près du corps sous des vêtements type, j'imagine, djellaba, etc. Et à certaines occasions, on pouvait afficher en public sa richesse en déployant ce morceau de tissu. Je vous mets un lien en description sur cette question. Vous voyez, XIIIe siècle, on est à la pré-Renaissance. Et d'après ce qu'on peut en savoir quand on fait ces recherches sur la manipulation de notre histoire, il semble qu'on puisse pas vraiment, enfin que le dernier reset du jeu ait eu lieu en fait à peu près à la Renaissance. On peut pas vraiment être certain qu'on ait une mémoire de plus de 1000 ans en fait dans ce jeu. Mais vous voyez où je veux en venir. Ça veut dire que l'apparition de ces monnaies de métal coïncide, du coup symboliquement, pour moi, au moment où la femme devient une monnaie d'échange et où le féminin sacré est profané et amené à se prostituer pour de la monnaie de métal, comme relaté en fait à la fin du manuscrit du livre des secrets de Jean de la bibliothèque de Nagamadi que j'ai lu à la fin de l'Argent partie 1. Le kauri était donc utilisé très largement sur tout le continent africain, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et je vous mets les liens en description donc sur un article qui explique comment l'Occident s'y est pris pour démonétiser le kauri et l'interdire dans ses colonies. Et les effets que cela a eu sur les petites économies locales africaines. Il y avait dans certaines régions d'Afrique, notamment, des règles concernant la création et la destruction monétaire, un ensemble de règles qui empêchaient notamment qu'une même famille, sur plusieurs générations, puisse accumuler trop de monnaie. Si vous êtes un petit peu bobo, vous devez connaître aussi le jeu de la wélé, avec ses graines de baobab. Et ces règles, si vous les regardez bien, elles sont construites sur la conscience que c'est pas vraiment drôle de jouer tout seul quand on a récupéré toutes les graines uniquement pour soi. Et la règle impose, si votre adversaire n'a plus aucune graine, de lui en redonner pour que vous puissiez continuer à jouer avec lui, c'est-à-dire à échanger avec lui. Donc c'était des règles d'équité. Elles sont certainement critiquables, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ces règles-là existaient.
Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que tout il était rose avant, hein. Des conflits existaient, entre les peuples, c'est certain, mais les règles aussi pour, les résoudre étaient, je pense, très différentes et ne prenaient pas la coloration systématique, que l'on connaît depuis quelques siècles, qui consiste à, purement et simplement, exterminer tout un peuple ou toute une ethnie pour pouvoir s'approprier sa terre et ses ressources. L'Occident a été très habile, hein, pour vendre, dans ses colonies, hein, son système monétaire, hein. Ils ont rencontré beaucoup de résistance, notamment en Polynésie, hein, dans ces endroits-là du monde où il existait, des systèmes d'échange, qui fonctionnaient très bien et où ils ont eu beaucoup de mal à faire adopter, aux populations, locales, qu'ils venaient envahir, leur monnaie. Il a fallu pour ça, et c'est toujours la bonne, vieille méthode, qu'ils brisent les relations de confiance et l'histoire, donc des règles transactionnelles qui existaient entre, toutes ces différentes peuplades qui échangeaient, d'île en île, hein, ce qu'ils produisaient, hein. C'était surtout basé finalement sur, la valeur de la parole donnée et donc la confiance dans une relation interpersonnelle que l'on se fait et qui est reconduite chaque année, à chaque fois que tu reviens avec ta pirogue et cetera. Moi j'ai ci, moi j'ai là, et on a toujours trouvé un moyen, de s'arranger. Donc il a fallu, eh bien manipuler, ces personnes-là et inséminer chez eux l'idée que oui, mais et si, il y a une catastrophe, et s'il y a un ouragan, et si, ton partenaire économique un jour finalement, il ne peut pas, te donner la contrepartie qu'il t'a promise, alors tu comprends, moi, mon billet, ma monnaie, c'est une garantie. Ah et bon, et ça a fini, par marcher, hein, mais je me souviens avoir vu un documentaire dont j'arrive pas à retrouver la trace, qui expliquait tout ça et toutes les stratégies qu'avait dû mettre en place, le colonialisme anglais pour convaincre, hein, les insulaires, de l'arc polynésien, d'utiliser, leur argent. Enfin, je voulais vous parler des stratégies militaires, hein, qu'a adopté l'Occident pour, coloniser les Amériques, hein, confronté à une multitude de petites tribus, nomades, hein, connaissant parfaitement son environnement. Bon, donc dans ce type de situation, de guérilla, généralement on s'en sort, pas bien, hein. Bon, la guerre du Vietnam, le démontre, et il y a d'autres exemples, hein. Donc tout un tas de stratégies ont été mises en place, hein, pour affaiblir la pugnacité, des Amérindiens. Ils ont fini par cartographier, en fait, tous les territoires de ressources. Ils ont étudié le style de vie, en fait, de ces tribus, et ils ont mis sur pied des stratégies pour les affamer. Donc, en s'emparant, par exemple, des cours d'eau stratégiques, ou des zones stratégiques, où ils avaient leurs habitudes de chasse, hein, et comme ça, les tribus se retrouvaient en fait à un moment donné encerclées et privées de la possibilité, de continuer à vivre selon leur mode de vie, quoi. Donc c'est une stratégie de sédentarisation forcée, et de famine forcée. Avec ça, bon bah arrive la destruction de l'honneur de l'homme, natif, basé sur sa capacité à alimenter, sa tribu et sa famille, et à partir de là, ça a obligé ces peuples-là, à accepter déjà des négociations, des échanges. On leur a vendu de l'alcool, hein, parce que, les occidentaux savaient très bien que ces peuples-là ne supportaient pas l'alcool, et cetera, ainsi de suite. Tout cela ont été des stratégies militaires réfléchies, hein, et qu'on le veuille ou non, c'est à partir de cette époque-là, on rentre, vraiment dans des stratégies, terrifiantes de génocide. Bon, je vous mets en description des liens, sur, des documents, une petite vidéo, hein, qui fait état, du génocide et des mensonges, hein, historiques, hein, concernant la colonisation des Amériques. Bon, le chiffre s'élèverait à peu près 100 millions de personnes, hein, et on arrive, pour les personnes qui ont fait cet exercice-là, pour les victimes de la traite négrière, à peu près au même chiffre, hein. 100 millions, de personnes, du continent africain, donc victimes de la traite, négrière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, surtout pour, les taux de population de l'époque, hein, mais ça correspond à une dépopulation, de toute l'Afrique de l'Ouest, hein. Parce que 100 millions de personnes, c'est la population de l'Afrique au début du XXe siècle, mais la traite négrière commence, hein, au XVIe siècle, hein.
et dure 4 siècles. Franchement, plus j'explore en l'histoire de l'humanité, je pense qu'on peut parler d'une forme de psychopathologie de la civilisation occidentale qui s'est propagée comme un virus à toute la planète, quoi. Bon, je pense que c'est un lien avec la présence de la blague invasive en Europe, hein, telle que l'a montré Harald Kotzela, mais il semble qu'il y en avait aussi en Amérique latine, hein, et je vous rappelle qu'à un moment donné, ils ont un peu perdu la boule avec tous les sacrifices humains là. Donc ils avaient déjà commencé leur propre génocide avant que les colons arrivent, hein, pour ce qui concerne l'Amérique latine. Et il y a un bon film qui relate ça, de Mel Gibson, c'est Apocalypto. Bon, on va finir ce tour d'horizon par l'Europe. Si vous croyez que on travaillait plus, hein, vraiment beaucoup plus, hein, sous l'Ancien Régime que par la suite, donc c'est faux, hein. Si on prend juste le nombre de jours travaillés, il y avait moins de nombre de jours travaillés sous l'Ancien Régime à cause des jours chômés pour les fêtes religieuses. Bon, après, ça ne rend pas compte de la pénibilité du travail, mais c'est juste pour vous montrer comment on est manipulé par rapport à un certain nombre d'informations et de choses. Ah, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit que la monarchie et le royalisme c'était mieux, hein. Non, c'est pas du tout. C'est pas ce que je dis. Simplement, c'était une manière, on va dire, de gérer le bétail humain qui était, je pense, trop explicite. Ce qui veut dire qu'en matière de consentement, il fallait utiliser donc la force en fait, hein, pour faire consentir les gens. La force est une structure sociale ultra rigide, une société de classe ultra rigide, alors que finalement, passer nous vendre une idée pervertie de la liberté permet de soutirer de manière, je pense, plus savoureuse, hein, plus raffinée, le consentement des individus, et surtout, ça permet, hein, cette pseudo-idée de liberté qu'on nous a vendue, d'extorquer beaucoup plus, hein, de travail et de puissance de travail aux individus, quoi. Parce qu'à partir du moment où ils croient qu'ils sont libres de travailler, hein, ils vont être beaucoup plus efficaces et endurants à la tâche et à l'effort. Bon, renseignez-vous sur les théories sur la motivation, hein, qui sont amplement développées bon, dans tous les courants de sciences humaines et de psychologie. Bon, pour en arriver hein, à la situation actuelle, hein, où l'immense majorité de la population est obligée d'aller s'esclavagiser dans le monde du travail égal esclavage, il a fallu d'abord tout un processus de spoliation hein, des populations au départ nomades, de les spolier de leurs ressources naturelles, les obliger à se sédentariser. Donc on ne peut pas remettre en question le phénomène argent sans s'interroger sur le phénomène de propriété euh, privé à but lucratif. Je ne suis pas une fan de Pierre-Joseph Proudhon, mais il a dit une chose très juste, la propriété, c'est le vol. Actuellement, hein, clairement, l'argent, c'est quoi? C'est la manière de priver l'humanité de la jouissance directe de ses propres ressources, en exploitant eh bien, ses capacités créatrices et son travail. Donc, quand on a pris conscience de ça, on pourrait être séduite par l'idée de jeter l'outil. Ah, on s'est rendu compte que l'outil, il marche pas bien, il est pourri, il y a qu'à le jeter. Et ça va tout régler. Alors, idéalement, je veux bien croire que on devrait tendre vers l'utopie de pouvoir vivre dans cette densité sans aucune monnaie, sans aucun système de monnaie d'échange ou système monétaire. Ce serait possible, hein, simplement, quand on a bien conscience de là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas vraiment réaliste, cela dit. Il y a un épisode dans l'histoire de l'humanité qui a été vécu très peu de temps pendant la Révolution espagnole, donc à la fin des années 30. Donc j'explore ça dans L'Argent partie 2. Pour résumer, oui c'est possible, hein, mais ça demande des conditions vraiment très très particulières hein, qui ne sont absolument pas réunies, bah, pas plus en France que ailleurs dans le monde actuellement. Je vais quand même profiter d'une petite synchronicité positive qui s'est produite aujourd'hui. J'ai une ancienne collègue de lutte syndicale qui m'a envoyé ce lien concernant donc ce village hein, en Espagne où apparemment donc ce qui s'est passé, l'histoire particulière hein, de l'Espagne hein, par rapport aux luttes populaires, aux luttes ouvrières, etc. Il y a une expérience qui a apparemment pu se maintenir plusieurs décennies, qui existe encore aujourd'hui. Hein, un village complètement en autonomie, en autogestion.
avec une véritable démocratie participative, gérée par une assemblée de village. Les gens travaillent, font ce qu'ils ont envie de faire et ils sont tous payés pareil. Et vous voyez que c'est toujours la même question, c'est que ce qui va se poser comme problème, c'est lors de la transition à la future génération qui, elle, n'a pas dû lutter pour avoir ce confort et qui du coup ne voit pas forcément l'intérêt de s'impliquer à ce point-là dans la vie citoyenne. Bon, donc ils n'ont pas aboli l'argent, hein, simplement ils en ont fait un autre usage, plus éclairé, en réécrivant collectivement les règles d'utilisation et de répartition de cet argent dans la communauté du village. De toute façon, bon, il pourra y avoir sûrement, hein, en toute petite communauté, des gens qui vont essayer de vivre sans argent. Simplement, c'est pas quelque chose qui pourra se pérenniser puisqu'on est, on peut pas maintenir ce système tant qu'on est entouré d'un système marchand qui comme une bête affamée bouffe tout quoi. Ça peut se maintenir peut-être une génération, mais pas au-delà quoi. Se pose la question de la transition, etc. En tout cas, toutes les initiatives qui ont cours à ce sujet n'ont jamais pu se pérenniser dans la durée quoi. Par contre, celles qui détournent en fait, qui réécrivent les règles de répartition de l'argent semblent pouvoir se pérenniser quand même beaucoup plus longtemps, hein. Là, on est sur plusieurs décennies, donc à voir. Bon alors, ça, à moins qu'on ait la chance de vivre dans un village où il y aurait toute cette histoire collective partagée et où réellement il s'agit là d'une aventure humaine collective, particulière qui fonctionne et en plus pour fonctionner, a priori ils n'ont pas trop besoin de s'encombrer avec la spiritualité ou la religion, hein. Ça devrait nous faire réfléchir parce que est-ce que les gens qui créent des écolieux, etc., avec souvent tout un tas de croyances spirituelles New Age, est-ce qu'ils y arrivent aussi bien? D'après ce que j'ai pu en voir, non, hein, ils y arrivent pas aussi bien. Mais je vous livrerai dans une toute petite vidéo la réflexion que j'ai sur juste deux petites expériences que j'ai eues avec cette tendance des éco-villages, éco-hameaux, écolieux, oasis, etc. Là, c'est pas pour tout de suite. Revenons à cette question de comment se désengager de ce système, quoi. Alors une des premières pistes consiste à explorer comment utiliser le moins possible de la monnaie, donc c'est des stratégies d'autarcie, d'autonomie. Alors je sais que même en France, hein, on trouve des gens qui prétendent vivre sans argent, en petits groupes, etc. Sauf que c'est un petit peu un mensonge dans le sens où, ok, entre eux, ils ont réussi peut-être sûrement à mettre en commun, à faire un gros travail, tout ça, sur la propriété, machin, et autres, à autoproduire une grande partie de l'alimentation qu'ils consomment, mais en réalité, ils vendent une partie de leur production, par exemple, pour avoir un peu d'argent. Enfin, c'est impossible de totalement se passer d'argent. Tu as au moins au minimum une taxe foncière à payer, quoi. Et si tu es totalement autonome pour ton approvisionnement en eau et en énergie, quoi. Sinon, ça fait au moins ces abonnements-là aussi à payer à des réseaux, quoi. Alors, je sais qu'il y en a plein qui se vantent actuellement d'avoir leur maison autonome, tout ça, machin. Ils oublient toujours de nous dire, en fait, à partir de quoi ils ont pu construire tout ça. Parce que généralement, en fait, c'est toujours pareil, hein, quand tu dois faire une transition, tu la fais pas à partir de zéro. Ils oublient certainement de nous dire qu'à un moment donné, ils ont eu beaucoup de monnaie, d'argent de ce système, qu'ils ont réinvesti dans ce projet d'autonomie. Bon, enfin, quand on réfléchit bien à la question comme je l'ai fait, à un moment donné, hein, quand on est en prise avec un système esclavagiste comme celui-là, pour s'en sortir, il y a, il y a qu'un seul moyen, c'est qu'à un moment donné, tu as eu et du temps et de l'argent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, mais bon, c'est un peu, je vois ça un peu comme la physique moléculaire, quoi. L'énergie de liaison, elle est tellement forte avec ce système esclavagiste que pour se délier, faut injecter une énergie équivalente, quoi, hein. Bah, vous avez compris, hein, l'énergie, c'est l'argent, et puis il faut même qu'il t'en reste encore pour construire autre chose. Ça fait quand même beaucoup de conditions, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas ça, hein. Donc après, ouais, il reste des formes de mécénat, hein. Donc je sais qu'il y a certaines personnes supposément qui ont réussi à construire leur oasis ou leur projet de cette manière, mais ils ont quand même rencontré une paire de difficultés avec le mécène, hein, pour autant que ce soit vraiment ça le dessous des cartes et la vraie histoire. Enfin bref, quoi, où qu'on porte le regard, il semble que la liberté, et je mets des guillemets, hein, c'est-à-dire se délier de ce système, ça coûte de l'argent.
en fait. Ça s'achète quoi, la liberté. Aujourd'hui comme hier, hein, bon, quand on s'est plongé un peu dans l'histoire de l'esclavage, comme moi j'ai dû le faire à une époque, c'est flagrant, hein. Les nègres marrons, je sais qu'il y en a, qui en ont plein la tête et tout, ils étaient payés, hein, par les maîtres blancs pour pas venir foutre le bordel dans les plantations. Ceux qui avaient réussi à s'échapper. Donc il y avait un statu quo comme ça qui était maintenu. Quant aux femmes, hein, qui étaient sur les plantations, qui elles avaient donc droit à l'esclavage diurne et nocturne, si elles s'y prenaient bien et que le maître blanc les appréciait vraiment, il leur offrait des bijoux en or qu'elles thésaurisaient en fait pour se constituer une retraite et à un moment donné pouvoir s'acheter un commerce et racheter leur liberté. Parce qu'à un moment donné, elles savaient très bien qu'elles seraient remplacées par une autre esclave, hein, plus jeune et plus fraîche qu'elles, hein, de la même manière qu'elle-même avait remplacé la précédente, quoi. Hein. Bon, fini la petite digression. Revenons sur la question de ce passé de monnaie qui, ça ne peut se faire que sur une question d'autarcie totale, hein. L'autosuffisance totale ou l'autarcie totale, c'est quelque chose qui est quasiment impossible, en tout cas de la situation, dans laquelle, nous sommes aujourd'hui, quand on réfléchit à tous les aspects, c'est pas vraiment, atteignable. En tout cas, certainement pas seul, hein, ou même en petits groupes. Donc la question des échanges, forcément se pose, hein. Je ne remets pas en question l'idée qu'il y ait du commerce, hein, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire que, eh bien, oui, les ressources de la planète ne sont pas, également réparties, partout sur les territoires et donc oui, les populations ont besoin d'échanger entre elles, ce qu'elles n'ont pas sur leur, lieu de résidence et d'habitation, comme c'était le cas, finalement chez les peuples, dits primitifs, hein, qui pratiquaient, par exemple du troc, notamment si c'était des populations nomades, elles pouvaient pratiquer le troc, mélangé avec, également, certains types de systèmes monétaires. Donc concernant le troc, mon avis, il est assez clair. Je ne pense pas que ça puisse marcher en termes de souveraineté individuelle. Parce que si on en est à parler de souveraineté individuelle, il faut quand même admettre l'idée qu'à un moment donné, chacune de nous aura à traverser une phase de vie en solo. Et dans cette phase de vie, faire du troc ou s'appuyer sur des systèmes de sel, d'échanges locaux, c'est vachement compliqué pour une personne seule, hein, qui ne mutualise pas tout un tas de tâches et qui doit tout faire tout seul ou toute seule. Hein. Donc une personne seule, elle a moins de temps disponible, hein, contrairement à ce qu'on pense. Donc si dans un système de sel, par exemple, l'unité échangée, c'est du temps, et de la compétence, une personne, solo est désavantagée dans un système comme celui-là. Alors si cette personne, elle a une parcelle de potager et que, si vous avez déjà pratiqué la chose, vous allez vous rendre compte que c'est très difficile d'échelonner les cultures, hein, pour n'avoir que ce que vous avez besoin de consommer au fil de l'eau. Vous êtes, confrontés à des situations récurrentes de surproduction, surtout avec les légumes racines, hein, tous les radis vont sortir en même temps, toutes les carottes et cetera. Ça vous pose tout un tas de problèmes, sur le stockage, sur, comment conserver, ce que vous avez votre récolte. S'il s'agit d'échanger des choux et des carottes, c'est assez compliqué. S'il s'agit de savoir, combien, donc en choux, en carottes, vaut, 1 heure et demie, de cours de qigong, hein, et que, une personne me propose de me filer, 20 kilogrammes de patates, en échange, moi ça ne m'intéresse pas vraiment parce que je n'ai pas la possibilité de les stocker. Elles vont se perdre. On peut essayer de s'échanger des choses, hein, avec les voisins de potager ou les voisins tout court, mais enfin, si c'est avec les voisins de potager, généralement, les surproductions, on a tous les mêmes en même temps, hein, les courgettes, à la fin de la saison, on est tous là, on sait plus quoi en faire, quoi. On est obligé de les donner, ou de les jeter ou de faire des bocaux. Alors ça, c'est encore une autre tâche, à faire, s'il faut le faire, tout seul. On se retrouve à nouveau sur la question du stockage. Est-ce que tu as la place, quelque part chez toi, de commencer à avoir je sais pas combien de bocaux, que ce soit de la lactofermentation, ou de pasteurisation pour ceux qui font ça? Donc le troc, tout ça, c'est bien mignon, mais enfin ça reste, hyper limité. C'est pas ça qui permet de lisser ses besoins alimentaires, dans le temps, comme, l'argent permet de le faire, hein, d'acheter, au fil de l'eau, ce qu'on n'a pas pu produire. Donc pour toutes ces raisons, hein, bien concrètes, hein, la monnaie a été utilisée de longue date.
Donc pour, ce qui concerne, les selles et les nouvelles formes de troc, OK à la marge, mais on peut pas imaginer, que c'est ça la solution, à notre problème avec l'argent. C'est pas ça, par exemple, qui va me permettre, d'acheter les objets que je ne peux, pas, fabriquer moi-même. Par exemple des outils. Alors bien sûr, hein, parfois on peut se prêter ou emprunter des outils, mais alors d'expérience franchement c'est hyper pénible. La personne seule, elle passe toujours en dernier, hein. On est tout le temps finalement en train d'attendre, hein, y ait une disponibilité et cetera de la part des autres personnes qui ont les objets dont vous avez besoin. En termes de souveraineté individuelle, au bout d'un moment, ça fonctionne pas très bien. On en a un petit peu ras-le-bol et on a envie d'avoir ses propres objets, ses propres outils. Bon et puis ce qu'il faut bien dire, hein, c'est que, derrière, de toute façon ces échanges se cachent toujours, un triangle du drame et que pour ce qui me concerne, si j'ai, finalement, beaucoup attendu et bien c'est parce que, je refuse, d'entrer en relation selon, cette loi de prédation qui voudrait que, j'accepte, le jeu de séduction que ces messieurs vont m'imposer. Donc là, à partir de là, c'est sûr, j'hypothèque, la possibilité de me constituer un capital social. Je préfère encore faire ça que d'être obligée d'accepter, ces types de transactions, alors il y avait aussi, un gars qui avait l'air plutôt sympa là, à la parcelle, de potager. Alors comment ça s'est passé? Alors, bah, il a fait genre, «Ouais, tu veux pas que, avec ma remorque, on aille chercher des bottes de foin là pour tout le monde, tout ça, machin, bon, mais il était évident qu'il était là, pour se chercher une nouvelle compagne et qu'il avait jeté son dévolu sur moi et j'ai beau être claire dès le départ, il y avait rien à faire. C'est comme ça, hein, qu'on se fait tout le temps piéger, nous les femmes, hein, parce que, bah, ça ne fonctionne, que comme ça. Je pense que la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, hein. On accepte, ce jeu de séduction, même si on sait très bien qu'on n'est absolument pas du tout, intéressés, juste pour pouvoir avoir le coup de main. Mais c'est une forme de prostitution ça, donc moi, je ne peux pas, heu vivre comme ça me je ne peux pas, donc bah, je suis obligée de trouver des solutions pour, continuer seule. D'ailleurs le potager, je vais vous dire, les jardins partagés, c'est terminé parce qu'il y a notamment un gars qui a débarqué, qui est absolument épouvantable, qui a insulté et agressé, les nanas qui étaient là, parce que c'était principalement des femmes, qui étaient là et le gars là bienveillant, là pseudo gentil et cetera, lui, il comprend pas du tout, il le trouve même sympa en fait ce gars parce qu'il s'y connaîtrait et non, non, il pour lui, tout va bien. Alors, bah, qu'est-ce qui va bien? C'est que lui, il a pas été agressé. Pas plus qu'il n'a été témoin des agressions, perpétrées par l'autre mec, sur les femmes présentes, hein, parce que, ben, le gars imbuvable, il s'est bizarrement arrangé pour, pour faire ça, ben, pendant que, l'autre personnage masculin, n'était pas là. Donc c'est pas un hasard, hein, c'est un calcul. Alors, autre exemple, j'avais un pote, sur la commune, qui était vachement en difficulté dans son logement, bon, on le faisait passer pour le fou, l'original, l'ermite du village, mais bah, lui, il a pu avoir des coups de main. Il voyait en échange, on lui a pas, infligé, des relations de séduction, dont il avait pas envie. Puisque lui, son problème, c'est juste d'avoir des coups de main pour régler ses soucis, quoi. Donc vous voyez, les coups de main entre mecs, c'est pas un service sexuel, hein, qu'on attend, ça se fait, quoi. Alors que moi, par rapport à la situation de péril que j'ai eue sur mon logement, j'ai écopé carrément de, je suis une folle qui emmerde tout le monde avec son problème, sachant que je n'avais même pas demandé de coup de main puisqu'en fait, je ne fréquente personne dans ce village. On me voit jamais. Mais bon, c'est par, un voisin qui lui était bien confortable et ça l'emmerdait en fait que je fasse, valoir mes droits pour obliger les propriétaires à assumer leurs responsabilités. Personne n'est venu voir exactement quelle était la nature de mon problème. Non, non, ils avaient tous un avis, de toute façon, sur la question et sur qui je suis. Là, 2 poids 2 mesures, hein. Donc avec les mêmes situations, les mêmes problématiques, ben, ça va être beaucoup plus compliqué pour une femme, de les résoudre en essayant de s'appuyer sur un quelconque tissu social, hein, puisqu'il y a toujours ça en filigrane. L'attente qu'elle remplisse un service sexuel ou à minima, qu'elle laisse croire que peut-être, mais attention, si elle laisse croire que peut-être et cetera, faut quand même qu'elle se méfie du scénario, du viol qui, si vous ne le savez pas, la plupart du temps a lieu au domicile de la victime par une personne connue d'elle. Donc si elle joue un petit peu trop avec ça, elle peut aussi se retrouver dans une situation comme ça, où ce sera encore de sa faute d'ailleurs, hein, puisque, elle était consentante, hein, elle a accepté soit d'aller au domicile de
du prédateur, soit de le laisser entrer chez elle. Mais enfin ça, je m'égare encore, ça fera l'objet d'une autre vidéo, vraiment spécifiquement, sur, la culture du viol dans laquelle nous vivons et les mythes sur, lesquels elle s'appuie. Troisième solution, elle se prête donc, à ce jeu, de séduction parce que soit elle n'en a pas conscience, pour elle c'est normal, et cetera et alors là, ce qui va se produire, si elle reste, seule, elle va être la Marie couche-toi là et la salope du coin. Donc où qu'on regarde, on est coincé quoi, hein. Si on refuse de jouer à minima le jeu, des jeux de séduction pour un et cetera, ça le fait pas. Si on accepte, il y a une cohorte d'autres choses qui peuvent aller avec et qui de toute façon sont des jeux de vampirisme énergétique, hein, purement et simplement. Donc bon, je résume, hein, tout ce que je viens de vous exposer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour une femme seule, hein, qui débarque quelque part, il est impossible de se constituer un capital social sans passer par un homme. C'est ça que ça veut dire. Ah, si elle est plus seule, que effectivement, elle se maque avec quelqu'un du coin, là, bah lui, il va, c'est bon. Et lui, il a le réseau social, etc. Elle va pouvoir en bénéficier. Mais alors toute seule, bonne chance, hein. Donc, s'il s'agit d'être l'ermite du village, vaut mieux être un mec, hein. Sans monnaie pour les femmes. Le problème, c'est que pour elles, la monnaie d'échange, on sait laquelle c'est. C'est toujours la même monnaie d'échange, hein, avec cette loi de prostitution. Donc c'est triste à dire, mais tant que ce sera comme ça, hein, tant que les prédateurs transdimensionnels qui régissent la vie émotionnelle, sexuelle des gens seront bien ancrés ici, avoir de la monnaie pour une femme, c'est une protection. En tous les cas, c'est le seul moyen qu'elle ait à sa disposition pour refuser de jouer dans ce triangle du drame, quoi. Et refuser euh, toutes les déclinaisons de cette loi de prostitution qui a cours eu égard à son sexe, quoi. En fait, il s'agit plutôt pour elle, la monnaie, c'est plutôt un outil de maintien à distance, hein, d'un certain nombre de situations. Parce que même quand, on paye, hein, et j'ai eu un exemple récemment, on peut quand même avoir affaire à un prédateur qui, pour lui, finalement, la monnaie, ça suffit pas, il voudrait aussi autre chose en plus, hein. Ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que, imaginez aujourd'hui que, on pourrait se passer d'argent, ou de monnaie, du jour au lendemain, c'est totalement illusoire, hein, ça serait possible, hein, si, il y avait encore une fois, une écrasante majorité de gens en pleine possession de leur souveraineté individuelle, hein, et qui seraient donc capables, d'échanger, entre elles et eux, en dehors d'une loi de prédation, hein, avec un espace subconscient, réduit à peau de chagrin. Ouais, je pense que ça pourrait fonctionner. Seulement on n'est pas du tout dans cette situation-là. Donc tant qu'il y aura une majorité de gens avec une bonne dose de subconscient, on ne pourra pas se passer de monnaie. Ça me fait pas plaisir, hein, de lire que non, c'est pas du tout prêt, hein, à l'échelle maintenant où nous sommes, hein, plusieurs milliards, plusieurs dizaines de millions en France, que ouais, il faudrait réussir à se passer d'argent et de monnaie, hein. Donc c'est ignorer simplement qui l'on est et où on en est, hein. Donc il existe, hein, des doux rêveurs, douces rêveuses comme ça. Simplement ils sont toujours rattrapés par des situations interpersonnelles, où va y avoir des conflits, etc. parce que ils n'ont pas compris, hein, que la réciprocité c'est nécessaire, hein. C'est nécessaire pour que chaque individu se sente respecté. Bon, par exemple, bah, si pour les gens qui sont dans les milieux libertaires, qui vivent comme ça un peu: «Non, on fait pas les comptes, c'est pas vrai, les bons comptes font les bons amis», tout ça. Alors, quand, il y a une bonne entente, tout le monde est à peu près aligné sur les mêmes idées, tout ça, ça va, il y a pas de problème. Mais alors, dès qu'il va y avoir à un moment donné, je sais pas, une discussion, on n'est pas tous d'accord, hein, immédiatement derrière, c'est bizarre, c'est sur l'argent que celui ou celle qui se sent lésé va essayer de récupérer, ce qu'il a perdu, par exemple dans une discussion, idéologique, sur un autre, hein. Bon, l'argent, sert souvent de médium en fait, à des processus de vampirisme énergétique qui se déroulent, sur un autre plan. On voit ça dans les divorces, bon, et cetera. Ça sert à payer une économie en fait de prise de conscience, sur soi, et sur l'autre, hein. Mais bon, est-ce que vous pensez que c'est en supprimant le médium qu'on va empêcher les processus de vampirisme énergétique, sur d'autres niveaux d'avoir lieu? Bah non, hein. Tant qu'on reste dans un système comme ça, de toute manière, de prédation, sans aucune conscience de ce qui est en train de se dérouler, de chacun, chacune, les prédateurs, qu'on a notamment au niveau de l'ego, hein, qui régissent,
nos relations interpersonnelles, notre vie affective, notre vie émotionnelle, tous les médiums qu'on pourra se créer, tous les outils qu'on pourra se créer seront sous cette emprise. Et donc il vaut mieux finalement que tous ces outils et ces médias existent de manière très concrète et très visible, parce que c'est par leur utilisation précisément que toutes ces scènes cachées de vampirisme énergétique et de prédation peuvent être observées et mises au jour. Et oui, parce que finalement la monnaie n'est jamais qu'un outil. C'est un outil, donc c'est notre création, hein, et donc ce n'est pas l'outil le problème. Quel que soit l'outil, le problème se trouve toujours du côté de la conscience, hein, de la personne qui l'utilise, qui décide de l'utiliser de manière sage et éclairée, ou bien qui décide de se l'approprier pour en faire un outil de domination et d'appropriation de l'autre, de son semblable, hein, de son frère ou de sa sœur en humanité. Mais nous ne devrions pas jeter le bébé avec l'eau du bain et blâmer l'outil parce que d'une part on se l'est laissé prendre à un niveau collectif par des super prédateurs, toutes ces élites autoproclamées qui gèrent le bétail humain, et d'autre part parce que chacun de nous abrite également des prédateurs qui, à longueur de temps et de journée et de vie, détournent aussi tous les outils qu'on se fabrique. Donc, si on n'est pas capable d'installer cette réciprocité-là en temps réel, en étant pleinement conscient de ce qu'on est réellement en train d'échanger dans ces relations interpersonnelles, et bien du coup la monnaie devient nécessaire, hein. Il faut effectivement ce média-là pour fixer un certain nombre de règles, mais la question c'est toujours qui écrit les règles du jeu. Donc, en tant qu'être divine, souveraine et libre, je pense que c'est aux êtres incarnés qui sont en cours de partie d'écrire les règles du jeu qu'ils ont envie de suivre. Je pense que cette réécriture de règles, elle ne peut vraiment avoir lieu en pleine conscience qu'à des petites échelles locales, hein, parce que si on laisse le soin au mouvement des Gilets jaunes d'écrire de nouvelles règles à notre place, je ne pense pas que ce sera tellement mieux, hein, ou alors se replonger dans l'histoire de la guillemets Révolution française, hein, pour voir si vraiment c'est à travers ce type de mouvement de grande ampleur, hein, et largement manipulé comme on peut s'en douter par la prédation transdimensionnelle, que quelque chose de mieux va collectivement nous arriver. Hein, parce que bon, si on voit bien ce qui est en train de se passer avec le fameux RIC, hein, référendum d'initiative citoyenne, et le grand faux débat organisé par la Macronie pour donc récupérer ce mouvement, enfin le faire rentrer dans ses clous. Ils ont eu besoin d'un super ordinateur pour traiter toutes les propositions, hein, que ces citoyens inconscients ont postées, hein. Donc tout ce mouvement n'a que pour seul but de pousser un agenda d'intelligence artificielle. C'est quand même parfaitement limpide. Bon, donc vous avez compris que je ne pense pas qu'il soit vraiment possible, hein, de se passer immédiatement comme ça, de passer à une utopie sans aucun phénomène monétaire du jour au lendemain. Ça ne me paraît juste pas réaliste. Et moi, j'ai beau m'intéresser, comme vous l'avez compris, à la spiritualité, je suis quand même aussi très ancrée dans la 3D et dans le concret. Je pense que une solution très concrète se trouve, il est certain, dans la réappropriation de l'outil monétaire, hein, quitte à recréer des monnaies locales, hein, et à cesser d'utiliser cette fausse monnaie d'esclavage. Hein, voilà, je ne vois pas tellement d'autres solutions. Il est parfaitement certain que si on laisse s'installer la monnaie virtuelle, bon, on sait très bien qui est en charge de cet agenda, hein. Ça va dans le sens de l'intelligence artificielle au sein de l'intelligence artificielle, etc. Et donc, tant qu'on laissera le soin à ces élites autoproclamées de s'approprier en fait cet outil-là, on l'aura toujours à l'envers, hein. Et je vous rappelle que une monnaie n'acquiert sa légitimité que par la valeur qu'on lui accorde. C'est encore aussi un consentement, donc ça veut dire des nouvelles monnaies, ça veut dire reconstruire à l'échelle locale d'autres liens de confiance, effectivement. Enfin, ce sujet, hein, j'ai pas dit que c'était facile, hein. D'autant que, comme on l'a vu avec l'exemple du village en Espagne de Marina Leda, un peu plus tôt dans la vidéo, on peut à un moment donné créer un outil qui va fonctionner, on va dire, pour ses créateurs, pour une génération, mais s'il n'y a pas de conscience qui est transmise avec cet outil aux générations futures, ils vont s'en désintéresser parce qu'ils auront eu le confort en fait d'utiliser ça, et à ce moment-là, s'il n'y a pas de transmission de cette conscience de pourquoi c'est important que chacun de nous s'implique dans le maintien
de cet outil, dans le veiller à ce que les règles continuent à être respectées dans la durée, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau truc, de toute manière, c'est approprié par la caste des super prédateurs pour être manipulé et retourné contre nous. Tout fonctionne comme ça dans ce jeu. On crée des trucs, ils sont détournés, imités et instrumentalisés contre nous pour nous maintenir en servitude. Donc voilà, c'est sûrement ça, la pièce manquante à toutes les initiatives alternatives, que ce soit hippies, beatniks, anarchistes en Espagne, qui n'ont pas pu se maintenir dans la durée. C'est qu'il n'y a pas la conscience multidimensionnelle qui va avec de pourquoi ça se maintient pas dans la durée. En tous les cas, une chose est certaine, c'est que sur cet outil-là particulier, à mon sens, il est absolument indispensable et nécessaire, s'il y a des gens qui veulent se lancer dans cette expérience-là collective de créer une monnaie locale, etc., que les personnes qui vont gérer cette monnaie locale soient en rotation. Il faut absolument pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui aient en charge de gérer cet outil. Je crois beaucoup, en tous les cas, à la polyvalence, mais ça, je l'exposerai plus amplement dans la vidéo où je vous partage mes toutes petites expériences avec des milieux alternatifs. Pourquoi je pense que la polyvalence est une clé importante et principalement sur l'outil monétaire, quoi. Dès qu'on laisse un outil aussi important que ça entre les mains d'une seule personne ou d'une catégorie de personnes qui va en devenir expert, spécialiste, alors là c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Donc dans l'organisation générale, enfin d'une communauté ou quoi, je pense que les postes clés, il faut vraiment qu'il y ait des rotations, que tout le monde, tous les membres de la communauté à un moment donné occupent les postes clés, quoi. Sinon, ben voilà, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on connaît déjà par cœur, quoi. Donc pour résumer, la grande thématique de l'argent, hein, que j'ai exploré donc sur 3 vidéos. Premier constat, le système monétaire actuel est une immense chaîne de Ponzi dont il est urgent de sortir, individuellement ou en petit collectif. Alors une fois qu'on a dit ça, on voit bien que ce n'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Principalement à cause de la raison que j'ai explorée dans la partie 2, c'est-à-dire à cause du maintien obligé par ce système de liens intergénérationnels, la solidarité entre générations, mais le lien maintenu par l'héritage maintient en fait les individus dans des loyautés qui bien souvent ne leur conviennent pas, les empêche réellement de devenir souverains et souveraines. Il est bien rare, ma foi, dans ce monde, avec tous les accords d'entrée démiurgique que nous avons, d'être nés dans la bonne famille, celle qui nous convienne, et cette obligation que nous avons vis-à-vis de nos ascendants et nos descendants nous empêche de créer d'autres loyautés avec des personnes qui ne sont pas de notre famille généalogique, qui ne sont pas de notre sang. De toute façon, cette histoire d'héritage par les liens du sang est, comme vous l'imaginez bien, avec toutes ces histoires de sacrifice du sang et de sacrifice par le feu, sataniste. Donc c'est la principale chose qui empêche finalement des individus souverains de se regrouper et de se projeter ensemble dans la matière, c'est l'héritage. Et enfin, une fois que on a bien conscience de tout ça, si même jamais on y arrivait à rencontrer ces personnes-là et à faire quelque chose ensemble, encore faudrait-il veiller, que chacun veille à continuer son travail sur soi pour pouvoir réellement s'inscrire dans des relations interindividuelles saines, sans quoi on croira créer des alternatives dans lesquelles on rejouera inexorablement tous ces triangles du drame en couche d'oignon, fractal et tout ce que vous voulez. Donc le mot de la fin pour ce qui concerne l'argent. Donc utiliser en conscience, l'argent est un outil de souveraineté individuelle dans cette densité, à mon sens.
C'est-à-dire que l'argent doit rester un outil au service de notre pouvoir créateur dans ce jeu cosmique. Quant à sa forme manifestée, eh bien, elle doit être alignée sur le niveau de conscience et de perception de la plupart des individus. Donc aujourd'hui, la plupart des individus sont en 3D, donc la monnaie doit être physique. Si on veut la virtualiser par la monnaie électronique trop vite, bon, mais c'est pas dans l'éther qu'on va aller, on va être tous complètement archontifiés, quoi, et astralisés. Voilà, à ciao, à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes, parce que là, pour le moment, j'en ai fini avec l'argent.